La table ronde suivante, c'est un autre sujet brûlant, un sujet qui lui aussi échappe aux agences parfois, c'est l'influence marketing. Mais ce nouveau territoire pâtit de sa jeunesse et du manque de KPI parfois, qui lui permettent de prouver son apport à la construction de la marge, du résultat économique des entreprises. Est-ce que la situation est en train de changer? C'est ce que nous allons voir dans la table ronde qui arrive. Nous avons pour cela deux invités en plateau que je vais appeler tout de suite. Sarah Dehaenaut, qui est responsable RP, influence et social media de Philips, et Quentin Bordage, qui est fondateur et CEO de CallSquare. Je vous en prie, bienvenue. Bienvenue à tous les deux. Normalement, nous sommes aussi en duplex avec Carole, qui est CEO et fondatrice de June. Bonjour Carole, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour Ouais, Carole. est-ce que vous m'entendez bien? Nous vous entendons parfaitement. Alors, Quentin, on va commencer avec vous. CallSquare préside la task force qui a été lancée par l'IAB France et qui est dédiée à l'influence marketing. À quoi sert cette task force? Effectivement, la task force dédiée à l'influence marketing est toute neuve et elle a un double objectif. D'abord, c'est définir un référentiel commun. Et le deuxième objectif, c'est d'améliorer la mesure de la performance de l'influence marketing. Donc, par rapport au premier objectif, on s'est rendu compte qu'il y avait des terminologies déjà qui étaient différentes. On ne parle pas de la même chose quand on parle des influenceurs, des KOL, des créateurs de contenu, comme le disent beaucoup des réseaux sociaux. Mais on ne parle pas de la même chose non plus quand on parle des engagements. Il y a des notions différentes. Il faut déjà commencer par là. Et tout ça, ça répond aussi au deuxième objectif, qui est d'améliorer la mesure de la performance, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on parle d'une vue, on ne parle pas de la même chose. Une vue sur TikTok, pour prendre un exemple, c'est à partir d'une seconde de déclenchement d'une vidéo, par exemple, là où sur les autres réseaux, ça va être à partir de 3 secondes ou plus. Donc on ne parle pas de la même chose, et donc à partir de là, on ne peut pas mesurer la même chose, et il faut définir des standards, et c'est l'objectif principal. Il faut savoir que c'est un marché qui est très récent, l'influence marketing, mais c'est un marché qui est déjà énorme, 8 milliards de dollars au niveau mondial. C'est un marché qui double à peu près chaque année, donc il y a de gros enjeux. Mais c'est un marché qui est encore adolescent. Donc les marques, l'ensemble des stakeholders, les KOL, et peut-être que Sarah pourra en parler tout à l'heure, mais les marques principalement sont en train de demander de la transparence, de l'harmonisation, de la clarté, et elles ont bien raison. C'est une de nos missions chez CallSquare et on est très heureux de pouvoir participer à ça aux côtés de 13 autres participants aujourd'hui, que sont les principaux réseaux sociaux, des plateformes d'influence marketing comme CallSquare, et puis des agences médias, des agences d'influence. Carole, June est une marque d'INVB. Vous faites essentiellement du commerce sur Internet et vous existez beaucoup sur Internet. Vous avez une marque qui a été lancée sur Internet, June. Donc, du coup, comme beaucoup de d'INVB, vous utilisez beaucoup l'influence marketing. Toutes ces marques utilisent beaucoup l'influence marketing. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse de quel est le poids de l'influence marketing dans vos investissements aujourd'hui et comment est-ce que vous mesurez la performance de l'influence marketing chez June? Bah, alors, c'est vrai on a une communauté et on a des produits qui se prêtent particulièrement à l'influence, puisque nous, on fait des produits d'hygiène et de cosmétiques pour la famille, donc pour les enfants, qui sont clairement les contenus préférés à partager sur les réseaux sociaux. On a très rapidement, en fait, dès le lancement, une stratégie d'influence marketing qui était très intense, puisqu'on estimait que ça participait très activement en fait, à l'awareness autour de la marque. Nous, on a toujours vu l'influence marketing comme un énorme levier d'awareness, c'est vraiment un moyen très fort de faire connaître la marque. Et c'est aussi très lié à nos valeurs, c'est-à-dire que on a créé June pour pouvoir promouvoir des produits clean, des produits transparents. Et donc, en fait, tous les influenceurs avec lesquels on travaille au quotidien sont des influenceurs avec lesquels on a des relations sur le très long terme. Parce qu'en fait, ils rejoignent la communauté des ambassadeurs June parce qu'ils sont touchés par nos valeurs. Donc, moi, je pars toujours du principe que un bon marketing, c'est comme une belle histoire d'amour. Ça demande du temps, ça demande des preuves.
ça demande du partage. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a établi ce travail avec eux. Donc, on a, en fonction évidemment des différents types d'ambassadeurs qu'on peut avoir, c'est aussi très différent en fonction des pays, puisque l'influence, c'est aussi quelque chose a vraiment des spécificités pays par pays, notamment dans les modèles de rémunération, notamment dans les performances et les engagements qu'on peut attendre. Nous, c'est vrai qu'on traque beaucoup nos engagements, le MV, le ROI, le nombre de contenus, la qualité des contenus aussi. On a une matrice interne qui nous permet d'évaluer la qualité du contenu par rapport à ce qu'on en attend. Et voilà, donc on a toujours eu un pôle influence marketing chez Joon. On travaille avec Coldscore d'ailleurs depuis, je sais pas, 1 an ou 2, et on en est très content au passage. Et c'est vrai on a toujours été extrêmement héroïste, et je pense qu'il faut voir l'influence marketing comme quelque chose qui est vraiment à mi-chemin entre de l'awareness et de la conversion pure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre, on a forcément un petit peu moins de levier d'analyse qu'on aurait par exemple quand on fait de l'advertising traditionnel sur Facebook. Néanmoins, il y a énormément d'autres KPI qui sont très intéressants. Et je pense que utiliser l'influence marketing avec cette double casquette, à la fois l'awareness et à la fois la conversion, c'est, je pense, la solution la plus efficace et aussi la plus rentable. Et vous n'avez pas répondu à ma première question, qui était quelle était la part de votre budget marketing en influence marketing? La part de notre budget, donc la part de quoi par rapport à tout notre budget marketing? Oui. C'est une bonne question, j'ai pas calculé. Toujours. On a Là, à froid, je pourrais pas vous dire en pourcentage par rapport au budget marketing global. Je sais on a une particularité assez singulière, puisque nous, on a des influenceuses qui sont sous contrat longue durée chez nous, D'accord. puisque quand on travaille sur des produits du quotidien, c'est des produits où on a une consommation qui est très répétée. Donc, c'est vrai que nous, on a une particularité et un modèle de contrat qui est assez spécifique, en fait, à la fois à notre produit, puis à la fois aux influenceuses qui travaillent avec nous. D'accord. Sarah, chez Philips, j'imagine que la part de l'influence marketing, pour une entreprise aussi importante que Philips, c'est forcément très faible. Mais est-ce que ça progresse et dans quel sens? Bah, ça progresse dans le bon sens, je pourrais dire. Ça fait pas plusieurs années que je suis chez Philips, mais je sais que chaque année, on alloue de plus en plus de budget à l'influence marketing. Je le vois, par exemple, pour 2021, on construit nos plans, bien sûr, et effectivement, l'influence prend de plus en plus de place. Et c'est une bonne chose parce qu'on le remarque justement en analysant des campagnes d'influence que c'est important, et je pense que toute entreprise devrait, si ce n'est pas encore le cas, se lancer dans l'influence marketing, que ce soit en B2B, en B2C. Je pense que c'est vraiment un axe important pour les entreprises et pour Philips. Et aujourd'hui, quels sont les indicateurs qui sont les plus faciles pour vous à identifier et à mesurer? Et quels sont ceux sur lesquels il reste une part de doute? Alors pour moi, il y a du doute un peu partout. Ah! Disons que je pense que, en fait, des outils d'analyse vont nous permettre d'avoir ces KPI, et les agences vont nous aider aussi à avoir des mesures de performance des campagnes. Derrière tout ça, il faut savoir qu'on n'est pas autant créateur de contenu que marque, aidé par justement les plateformes comme Instagram, comme TikTok, etc., ou en tout cas pas assez. Et donc du coup, on doit se débrouiller avec les statistiques qu'on a, et elles sont, comment je pourrais dire, plutôt incertaines. On va pas vraiment pouvoir calculer exactement combien d'engagement on va faire sur une campagne. Elle va être, si par exemple on se met un objectif à 3, elle va peut-être être à 2,5, elle va peut-être être à 3,5. Pareil pour les commentaires, pareil pour la tonalité des commentaires. Donc au final, je trouve que voilà, le marché il tend à être de plus en plus mature, mais là on est vraiment sur un manque d'accès aux données. Et heureusement que des plateformes comme CallSquare ou autres plateformes d'analyse existent aussi pour aider les marques et les créateurs de contenu. Et racontez-nous quand vous créez une campagne, sur Instagram par exemple, heu, quels sont les indicateurs que vous choisissez? Comment vous définissez vos objectifs? Racontez-nous un peu le processus intellectuel qui arrive entre l'idée de la campagne et puis derrière on la déploie et comment on la mesure? Je pense que la première chose à faire, effectivement, c'est les objectifs qui sont très, très importants. Nous, chez Philips, et je pense que c'est pareil dans pas mal d'entreprises, c'est clairement 2 objectifs qui sont phares. Le premier est la visibilité, l'awareness, très, très important. Et aussi, driver du business, hein, donc objectifs de visibilité et de performance. L'acquisition.
de l'acquisition, entre autres. Je pense que la clé du succès pour mener une bonne campagne d'influence, c'est deux choses. Être accompagné de l'équipe marketing. L'influence marketing, je ne la fais pas toute seule chez Philips. Je suis accompagnée de mes collègues dans les équipes marketing, mais aussi l'équipe qui gère le store, par exemple, notre site internet. Et je pense qu'il faut travailler main dans la main et construire notre plan ensemble, intégrer l'influence marketing dans notre plan 360. Si, par exemple, je prends notre produit phare OneBlade, je pense que vous connaissez tous, c'est clair que si on fait un grand lancement, par exemple, en mars, je vais me caler sur ce plan avec les campagnes media managers qui s'occupent des lancements télé, également du chef de produit qui va lancer son produit. Donc, je pense que c'est un travail à faire main dans la main. Et le deuxième acteur, c'est l'agence qui accompagne. Quand on est une boîte comme Philips, et je pense que c'est la plupart des entreprises qui fonctionnent comme ça, il est important d'être accompagné par des agences, que ce soit des agences d'outils d'analyse de statistiques, mais également par des agences créatives et médias. On a fait une très belle campagne justement avec Avent Media qui nous accompagne sur quelques campagnes d'influence, et on a fait en fait une campagne cross qui est également un acteur clé pour moi dans l'influence, de travailler, comme je le disais, main dans la main avec d'autres services. Et on a fait une superbe campagne avec Nolita, que vous connaissez peut-être. Il y a eu Nabila dans notre campagne aussi. Et voilà, très belle performance. Et je pense que c'est grâce à ça aussi, de travailler avec les autres équipes et d'être accompagné, c'est la clé du succès de l'influence pour moi. Et aujourd'hui, vous faites des campagnes qui n'ont pour seul but de l'awareness et sans acquisition, parce qu'on présente souvent quand même l'influence marketing comme un levier pas trop cher pour faire de l'acquisition. Ça vous arrive de ne jamais d'avoir des campagnes sans acquisition? Alors oui, parce que chez Philips, on a des produits qui se vendent tout seuls. Je prends un exemple bête parce que je suis derrière le compte Instagram et donc je le vois. On a un super produit qui s'appelle le Pasta Maker, donc c'est un produit pour faire des pâtes. Et c'est vrai que c'est un produit dont on n'a pas vraiment besoin de communiquer sur ce produit. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, en Plus plein de 100% confinement, de bien vente sûr. sur les Ouais, machines de fabrication c'est de pâtes. sûr. Donc en fait, pour moi, je vais communiquer en fil rouge sur ce produit. Je vais en donner quelques-uns en portage aux influenceurs, mais derrière, je ne vais pas forcément avoir besoin de faire de l'acquisition sur ce produit-là parce qu'il fonctionne. Donc en fait, on adapte aussi en fonction des produits, des prix des produits. Si le produit est cher, on va essayer de faire telle et telle chose. Donc vraiment, c'est très modulable, l'influence marketing. Carole, même question pour vous. Est-ce que vous avez des campagnes qui sont uniquement des campagnes d'awareness, ou est-ce que vous utilisez quand même toujours l'influence marketing avec une optique d'acquisition derrière? Alors, de toute façon, l'optique d'acquisition, qu'elle soit directe ou indirecte, on estime qu'elle est toujours là. Nous, c'est vrai, comme on travaille beaucoup de manière répétée avec les mêmes influenceuses, on est quand même principalement sur des campagnes d'awareness, puisque à partir du moment où on constate très facilement que sur les 2-3 premiers mois où une influenceuse va parler d'un produit, on va avoir des pics de commandes et ça va forcément, la traîne va se lisser un petit peu avec le temps, ce qui paraît logique puisque bah, forcément sa communauté aura été exposée une fois, deux fois, trois fois. Et donc, bah, si au bout de la troisième fois, la conversion ne s'est pas forcément faite, la campagne se transforme entre guillemets toute seule en awareness. Après, je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est des leviers qui sont très importants, puisque notamment sur les marques, alors à la fois sur des très grandes marques comme Philips, mais sur des marques qui sont beaucoup plus jeunes comme Joon, on a un vrai besoin de pouvoir se faire connaître, amener de la désirabilité pour la marque. Et ça passe bah, avec évidemment des stories qui sont très engageantes, mais aussi des contenus qui sont très jolis, des contenus qui sont éducatifs, des contenus qui présentent vraiment les valeurs ajoutées des produits, et toujours d'une manière très naturelle. Nous, ça nous est, on a testé énormément de choses, hein. On a testé des influenceuses à des buts purement conversion, notamment sur des plateformes comme Snapchat. Ça a été une catastrophe absolue, puisque au final, encore une fois, quand on fait juste un one-shot, généralement, c'est pas quelque chose qui est très intéressant. Certes, on va se retrouver on va avoir des petits pics de commandes sur 24 heures quand on fait une story sur Snapchat, mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir créer quelque chose sur le long terme, puisqu'on a des produits on a un AOV qui est assez petit, on est sur des produits du quotidien, des crèmes, des produits textiles, donc on a des produits qui sont finalement assez peu chers, sur lesquels ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir vraiment une récurrence, quelqu'un qui un jour achète un produit, le mois prochain achète autre chose, comme pas mal de marques de cosmétiques finalement. Quentin, on voit qu'il y a une vraie utilité, on le savait, à l'influence marketing. On voit qu'il y a une vraie difficulté à mesurer.
aujourd'hui, quelles sont les technologies qui sont disponibles sur le marché globalement pour pouvoir pallier un peu à ce manque qu'il y a sur les plateformes sociales de ne pas pouvoir mesurer ces actions? Je rajouterais qu'il n'y a pas un manque que sur les plateformes sociales, il y a un manque aussi du côté des marques, des annonceurs. Là, l'exemple de June est très intéressant parce que c'est une DNVB, donc elle vend principalement en ligne, comme vous le disiez à l'instant. En revanche, ce n'est pas le cas de tout le monde. On en parle suffisamment dans l'actualité aujourd'hui. Et il faut être capable de tracer en fait, l'action qui est mise, le post, le contenu, la stories, etc., par le ou les influenceurs et la vente, puisque c'est ça qu'on va traquer à la fin. Et ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. On n'arrive pas à le faire. On ne peut pas traquer parce que toutes les ventes n'ont pas lieu d'un point de vue digital, puis on ne peut pas traquer des liens partout, on ne peut pas mettre des liens partout, donc ça c'est assez compliqué. On ne peut pas mettre des liens sur un post Instagram par exemple, on peut le mettre sur une stories, mais on peut le mettre sur une stories d'un influenceur s'il a plus de 10 000 followers et qu'il a validé son compte, etc. Donc on peut pas faire un tracking partout, et effectivement c'est là où il y a aussi une limite du côté des plateformes. D'un point de vue technologique, effectivement, il va falloir être capable déjà d'accéder à ces données et de les collecter. Il y a beaucoup d'API qui existent du côté des annonceurs, des plateformes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Snapchat n'a pas d'API, par exemple. TikTok n'a pas d'API. Donc, quand on n'a pas d'API, on est obligé de scraper de la donnée, ce qui pose beaucoup de complexité technologique, notamment sur la mise à jour. Et ensuite, il faut agréger ces données, il faut pouvoir les analyser, il faut pouvoir les traduire. Exactement. Et quels sont les KPI aujourd'hui qu'attendent les annonceurs, en fait? Alors, eux, ce qu'ils voudraient, c'est faire le lien entre le poste et la vente directement. Ce n'est pas toujours possible. Donc, il y a des KPIs intermédiaires. Donc, on va mesurer l'engagement. Mais encore faut-il savoir ce qu'on entend par engagement. Et puis, surtout, on va traduire cet engagement en valeur. Donc, on parle aujourd'hui d'Earned Media Value, qui est EMV. Le fameux EMV. Donc, on va valoriser chaque engagement en équivalent média, comme si on avait fait de la pub digitale ou ailleurs. Et c'est la mesure qui aujourd'hui paraît la plus pertinente, même si elle peut être contestée, parce qu'il y a plusieurs méthodes et il faut être déjà capable de collecter ces données en temps réel pour les traduire. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va valoriser chaque vue. Je vous parlais des vues tout à l'heure sur TikTok. Une vue, le value par view sur TikTok, elle est à peu près valorisée aujourd'hui à 5 centimes. Sur les autres réseaux, c'est le double, autour de 10 centimes. Le clic sur TikTok, c'est autour de 35 centimes, là où ça va être plus d'$1 sur les autres plateformes. Donc, on va valoriser ça. On va faire le prix fois le volume, et puis on va agréger tout ça sur l'ensemble des réseaux, mais ça demande beaucoup de moyens technologiques pour l'agréger. C'est pour ça que des plateformes comme CoSquare existent, pour permettre aux annonceurs d'avoir ce type de données en temps réel et piloter l'EMV en l'occurrence. Et est-ce que les plus récalcitrants chez les annonceurs sur l'influence marketing ne pourraient pas vous dire, vous avez tout intérêt en tant que mesureur à gonfler les valeurs, puisque plus vous gonflez les valeurs et plus l'influence marketing est représentée chez les annonceurs, et donc plus vous avez vous de business. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose entre guillemets de neutre ou d'indépendant sur la mesure de cette valeur, en fait, ce qui est une vraie problématique, j'imagine. On met en place des task force avec l'IAB, par exemple. D'accord. Ça fait partie des objectifs. Nous, on n'a pas intérêt à ce que l'EMV soit maximisé. On a intérêt à ce qu'il soit vrai et qu'on ne parle pas de doute, parce que sinon, on remet en cause la valeur de l'influence marketing. Si vous faites une campagne, que vous avez un EMV qui est énorme et que derrière, vous avez la perception d'avoir des ventes qui sont très faibles, parce que vous êtes capable de mesurer, vous allez arrêter de faire de l'influence marketing. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut être plus proche de la réalité possible, et c'est ce à quoi les différents acteurs travaillent. Mais c'est assez complexe, comme on le disait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'acteurs autour de la table. Et ça commence par les plateformes. Sarah, quand vous faites vos reportings avec la direction marketing, j'imagine, vous utilisez le MV comme premier KPI ou non? Oui et non, on l'utilise, mais pas que. Je pense que dans une campagne d'influence marketing, il faut regarder tous les KPIs. On parle du taux d'engagement, on parle de la qualité de la photo, on parle pas assez aussi du côté qualitatif des influenceurs, mais je pense que c'est important. On parle du nombre de likes, du nombre de commentaires. Également, la tonalité des commentaires est super importante parce que il faut voir aussi si votre marque plaît, si votre produit plaît. Et c'est vrai que si l'influenceuse poste une photo avec votre produit et que vous voyez très belle photo, t'es rayonnante, t'es trop jolie, etc., quel intérêt en fait? Donc je pense que c'est important d'analyser aussi tout ça. Et vous êtes aussi, vous, influenceuse dans votre autre vie. Est-ce que, justement, en tant qu'influenceuse, vous voyez aussi un décalage entre les perfs que vous avez
entre Sarah l'influenceuse et les perfs que vous avez entre Sarah la responsable d'influence marketing? Alors oui et non, parce que comme je disais, c'est assez incertain comme donner les KPIs. Après, moi, ce que je remarque, et je ne le pointe pas du doigt, je pense que les plateformes d'outils comme CallSquare sont essentielles pour les business et les entreprises. Moi, ce que je remarque, c'est que passant de plateforme en plateforme d'influence, j'ai accès à mes statistiques qui ne sont pas toujours à 100% exactes. Je vais vous donner un exemple. J'ai 70% de ma communauté en France et au final, je vais remarquer que la communauté est à quelques pourcents près pas bonne sur les plateformes. Mais je pense que c'est important de s'accompagner d'outils. Merci à tous les trois. Merci à Carole qui était en duplex avec nous. Merci. Et Merci. je vous propose tout de suite de passer à la prochaine keynote. On l'a vu, les réseaux sociaux servent à vendre. Eh bien, la question, c'est à quoi va ressembler la nouvelle ère du commerce. Florence Trouche, business director de Facebook France, fait le point pour nous.